L'avocat de l'entreprise a ri publiquement quand j'ai demandé des indemnités de départ. Aucune femme ne négocie d'indemnité ici. Mon avocate a entouré la clause 12B. Le café du directeur financier est tombé par terre. Daniel savait que les chiffres ne mentaient pas, mais les gens qui les manipulaient, eux, si. Tout a commencé un mardi matin, lors d'une de ces réunions de motivation où l'on sert des beignets rassis et des illusions corporatives. Le nouveau vice-président des finances, Tyler, fraîchement diplômé d'un MBA et sentant probablement encore le déodorant, agitait un diaporama comme s'il avait guéri le cancer. Les revenus en hausse de 18%, la marge stable, aucun facteur de risque, tout n'était que soleil et optimisme aveugle. Daniel, assise à l'arrière avec son carnet et ses 12 ans de mémoire institutionnelle, a levé un sourcil, car elle savait que ces chiffres étaient faux. Pas une erreur accidentelle, pas une faute de calcul, mais des chiffres stratégiquement arrangés, comme une fille de joie. De Las Vegas pendant une semaine de congrès. Des postes avaient été déplacés, des prévisions gonflées, des divulgations de risques commodément écourtés. Elle en a noté 2 dans sa marge. Une projection montrait un contrat fournisseur expiré depuis 6 semaines. Une autre listait des dépenses d'entretien différées qui avaient mystérieusement disparu. Elle a levé la main calmement, a même souri. Elle a juste demandé si le service juridique avait examiné ces chiffres avant qu'ils ne soient présentés au conseil. Tyler lui a adressé ce sourire condescendant, à moitié gamin de fraternité, à moitié Bouddha de station-service. « Merci, Daniel » a-t-il dit. Mais tout va bien. Ce n'était pas le cas. Elle le savait. De la même manière que l'on sait que le lait a tourné avant sa date de péremption. L'odeur de croissance trimestrielle surévaluée et de passif sous-déclaré imprégnait tout le diaporama. Mais Daniel n'a pas insisté. Pas encore. Elle avait appris sa leçon des années auparavant, n'interrompez pas le spectacle tant que le projecteur ne vous éclaire pas. Alors, elle a classé ses notes, est retournée à son bureau et a tranquillement commencé à sauvegarder tout ce qu'elle pouvait trouver. Maintenant, avant d'aller plus loin, oui, vous qui écoutez en conduisant, en pliant le linge ou en vous cachant de vos enfants. Dans le garage, 97% d'entre vous ne sont pas abonnés. Ce chiffre est plus laid que la comptabilité de Tyler. Si vous voulez savoir comment Daniel fait en sorte que tout ce conseil d'administration se pisse dessus dans la 6e partie, appuyez sur ce bouton au suivre. Cela ne vous coûte rien, mais pour notre équipe, cela signifie que nous pouvons continuer à exposer les conneries des entreprises avec un sourire et un majeur levé. Quoi qu'il en soit, Daniel, 12 ans de conformité. Elle était le genre de femme qui ne manquait jamais une décimale, ne bavardait jamais, ne pleurait jamais à son bureau. Les RH la qualifiaient de peu exigeante, la direction la jugeait fiable. Les deux voulaient dire, nous ne vous promouvrons jamais, mais Dieu nous aide si vous démissionnez. Et Daniel connaissait sa valeur. Elle était le ruban adhésif qui maintenait cette machine rouillée. Elle empêchait les violations de l'OSHA de s'accumuler, les enquêtes de la SEC d'arriver, et le directoire d'envoyer des emails qui pourraient être assignés. Parce qu'elle ne portait pas de talons qui claquaient, ni ne parlait par aphorisme de LinkedIn, elle était invisible jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. L'arrivée de Tyler a marqué un tournant. Soudain, le directeur financier a cessé de répondre à ses emails. Les rapports qu'elle examinait avant les soumissions au conseil ont commencé à la contourner. L'air s'est raréfié. Les RH ont commencé à utiliser des expressions comme rationalisation des flux de travail et réalignement de la conformité sous les finances. Daniel a vu l'écriture sur le mur. Elle était en Comic Sans, écrite par des idiots, mais elle n'a pas paniqué. Elle a archivé chaque révision de politique. Chaque ajustement trimestriel, chaque chaîne d'approbation, y compris une petite perle qu'elle avait glissée en 2017 lors d'une révision de conformité dont
Personne ne s'était soucié, la clause 12b. Mais nous anticipons. Pour l'instant, Danielle était assise dans son bureau, sirotant un café tiède de sa tasse gestionnaire de risque du monde et écoutant les murmures se propager dans le couloir, comme de la fumée avant un incendie. Parce que quelque chose arrivait, et Danielle n'était pas prête. Elle était préparée. Ils ont appelé cela une réunion d'alignement du deuxième trimestre, ce qui, en langage d'entreprise, signifiait apporter votre propre corde. Danielle le savait avant même de s'asseoir. L'énergie dans la pièce avait ce bourdonnement étrange et stérile, comme un cabinet de dentiste où quelqu'un avait déjà crié. Le directeur financier, Brad, la cinquantaine, les cheveux transplantés du tapis de Satan, a commencé par un sourire répété et a parlé de préservation de la marge et de fluidité opérationnelle. Traduction, il va y avoir des licenciements. Tyler, le vice-président accentué, se tenait derrière lui, les bras croisés, comme un étudiant en fraternité à un enterrement. Daniel a compté 3 diapositives avant l'embuscade. Et dans l'esprit de la durabilité fiscale à long terme, a déclaré Brad d'une voix monotone, nous avons pris des décisions difficiles. À compter d'aujourd'hui, nous restructurons certains départements non générateurs de revenus afin de rationaliser les frais généraux. Elle n'a pas scié. Elle a juste posé son stylo et a attendu. C'est là que les yeux de Brad se sont posés sur elle, comme s'il allait lui demander de rendre son laissez-passer. Daniel, a-t-il dit, essayant d'adoucir le ton en inclinant la tête. Votre poste sera absorbé par les finances avec effet immédiat. Nous apprécions vos nombreuses années de service. Absorbé. A-t-elle répété, comme si elle goûtait le mot pour voir s'il était empoisonné. Oui, a-t-il dit. Vous recevrez un dossier de départ et une aide pour la transition. Elle a cligné des yeux une fois. Y a-t-il des indemnités de départ? Cette question a glacé la pièce. L'avocat interne de l'entreprise, Rick, boutonné, à moitié défait comme s'il s'était habillé dans le noir haineux, fonctionnait que grâce à son arrogance, Harry. Pas poliment, pas maladroitement. Un vrai rire gras, comme si quelqu'un lui avait dit que les femmes pouvaient voter. Oh, Daniel, a-t-il dit, secouant la tête comme si elle avait demandé une licorne. Aucune femme ne négocie de prime de départ ici. Il était là, la phrase. Celle qui allait résonner dans le crâne de Daniel comme un coup de fusil dans une église. Elle n'a rien dit. Pas à Rick, pas à Brad, pas à Tyler, qui ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Elle a juste baissé les yeux sur le carnet posé sur ses genoux, toujours ouvert à ses notes de marge du dernier rapport du conseil, et l'a tranquillement fermé. Les RH sont arrivés 3 minutes plus tard avec une enveloppe Kraft et un badge de sécurité déjà désactivé. Une jeune femme nommée Laura a marmonné quelque chose à propos des prochaines étapes tout en offrant à Daniel une boîte en carton et le sourire le plus insincère du monde. Dites-nous si vous avez besoin d'aide pour porter quoi que ce soit. Daniel n'a pas répondu. Elle a rangé lentement, intentionnellement retiré ses diplômes du mur, décroché une note autocollante fanée qui disait « Vérifiez-la. Clause 12b, pourrait être utile un jour. » Elle l'a glissée dans son sac à main. Comme une balle chargée. Ils n'ont même pas offert de poignée de main. Elle est sortie sous des lumières fluorescentes vacillantes, passant devant la vitrine. Des récompenses d'entreprises poussiéreuses, devant la salle de pause où quelqu'un avait déjà pris sa tasse. Le monde continuait de tourner, comme si elle n'avait pas été effacée. Mais sous le silence, sa fureur lui serrait la gorge comme un fil chaud. Pas bruyante, pas désordonnée, juste assez serrée pour focaliser sa respiration. Il pensait qu'elle allait plier. C'est ça le problème avec les hommes comme Brad, Rick et Tyler. Ils ne voient pas les femmes comme Daniel tant que leur fondation ne se fissure pas et ne les engloutissent pas. Ils pensent que le silence signifie la reddition. Ils n'imaginent jamais que cela signifie la stratégie.
Le premier soir, Danielle n'a pas pleuré. Elle sait. Juste assise à sa table de cuisine en formica ébréchée, vêtue d'un jogging qui sentait encore le tapis de bureau, et a fixé le dossier de licenciement aussi. L'on pouvait appeler le dossier 2 pages de jargon RH vague et une ligne de signature. Il reposait sur la table comme un animal mort. À côté, une boîte de Fragna. Moitié vide, un burrito micro-ondes et le genre de silence qui bourdonne juste. Assez fort pour vous rappeler que vous êtes complètement seul. Elle a versé un autre verre, regardez le vin couler comme du liquide de transmission. Amer. Métallique. Approprié. Son chat, Mige, a sauté sur le comptoir et a fait tomber un stylo. Danielle n'a pas bronché. Peut-être que c'était ça. Peut-être qu'elle en avait fini. 12 ans à être fiable, à ne jamais manquer un dépôt, à nettoyer chaque gaffe de dirigeant comme une concierge d'entreprise avec un diplôme en droit. Et pourquoi faire? Une boîte en carton, une escorte de sécurité, et une insulte finale qui lui donnait l'impression d'avoir été priée de se taire et de sourire. Elle a regardé de nouveau l'enveloppe. À l'intérieur, une ligne indiquait qu'en signant, vous acceptez de renoncer à toutes les réclamations liées à votre emploi ou à votre cessation d'emploi, l'équivalent juridique de « prenez vos miettes et soyez reconnaissante ». Elle a pris une gorgée, a regardé la condensation s'écouler sur son verre. Son doigt a tracé la traînée d'eau, son esprit divaguait vers les anciens jours. À l'époque où personne ne se souciait de ce que faisait le service de conformité, elle l'avait donc reconstruit de fond en comble, discrètement, minutieusement, et y avait glissé des protections que personne n'avait remarquées, car personne ne pensait qu'elle comptait. Et c'est là que ça l'a frappé. La clause 12B. Elle l'a dit à voix haute, un murmure d'abord. Clause 12B. C'était un mercredi pluvieux en 2017. Le directeur financier de l'époque, avant Brad, était trop occupé à jouer au golf avec des auditeurs pour examiner quoi que ce soit de plus long qu'un tweet. Daniel avait restructuré toute leur politique de risque ce mois-là. Cachée dans les dernières pages d'un document de 40 pages se trouvait une clause qui déclenchait des indemnités de départ et un triple rattrapage de salaire si une restructuration suivait une déclaration financière matérielle erronée. À l'époque, c'était une assurance, rien de plus. Maintenant, cela pourrait être une corde pour eux. Elle posa son verre, alla dans le salon, sortit la boîte ignifugée abîmée de son meuble télé. À l'intérieur se trouvaient 2 clés USB étiquetées l'archive B. CYA. Elle en brancha une à son ordinateur portable, les doigts tremblants. Mémo, version de prévision, fichier Excel horodaté, email avec suivi des modifications. Son rythme cardiaque ralentit. Ce n'était pas de l'espoir. C'était des munitions. Et elle savait exactement qui appeler. Elle n'avait pas parlé à Marcy depuis plus d'1 an. La distance de la vie, l'habitude. Mais Marcy avait été sa colocataire à la faculté de droit. Féroce, brillante, le genre de femme qui avait un jour contre-interrogé un policier du campus pour lui avoir donné une contravention. Maintenant, elle était associée dans un cabinet d'avocats spécialisés dans les gaffes d'entreprise. Daniel n'y a pas trop réfléchi. Elle a juste composé le numéro. Daniel Hartman, a répondu Marcy, la voix aussi perçante que jamais. S'il te plaît, dis-moi que tu appelles pour un week-end entre filles et non pour te venger. Daniel a pris une inspiration. Un peu des deux, a-t-elle dit, mais surtout pour me venger. Elle pouvait entendre le sourire de Marcy. Dis-moi tout. Et Daniel l'a fait, lentement, soigneusement, fichier par fichier, phrase par phrase. Et quand elle est arrivée à la clause 12B, il y a eu une pause, une longue pause. Envoie-moi le texte, a finalement dit Marcy. Tout de suite. Daniel l'a fait. Et les mots suivants de Marcy ont fait trembler le verre de vin dans sa main. Oh, ma chérie,
a-t-elle dit. Cette clause, ce n'est pas un pétard. C'est une putain d'ogive thermonucléaire et tu es assise dessus depuis 7 ans. Daniel regarda de nouveau l'enveloppe de licenciement, puis la ramassa et la jeta directement à la poubelle. Marcy a rappelé le lendemain matin avant le lever du soleil. Daniel était en robe de chambre, les cheveux à moitié attachés, une tasse de café serrée comme une arme. Elle n'avait pas vraiment dormi, juste somnolée par intermittence, hantée par des feuilles de calcul et le rire de Rick résonnant dans son crâne comme un marteau-piqueur sur du linoléum. Clause 12b, a dit Marcy, sautant le bonjour. Je l'ai lu 5 fois. Daniel? C'est blindé. Si leur rapport trimestriel contient quoi que ce soit qui s'approche d'une déclaration inexacte et que tu as été restructuré par la suite, ils te doivent tout, pas seulement les indemnités de départ. On parle de rappel de salaire, de dommages et intérêts, d'honoraires d'avocat. Daniel n'a pas souri. Pas encore, elle a juste dit, alors, commençons. La voix de Marcy a baissé d'un octave. Nous allons faire ça proprement. Pas de presse, pas d'avertissement. Faisons-leur croire que tu es parti tranquillement, dans cette douce nuit des RH. Et juste comme ça, la machine a rugi. Daniel a sorti chaque clé USB, chaque fichier zip crypté, chaque mémo enregistre qu'elle avait jamais accumulé sous la doctrine du « couvre tes arrières ». C'était comme fouiller dans sa propre boîte noire numérique. Elle avait des pistes d'audit, des fiches de courriel, des métadonnées si anciennes qu'elle faisait encore référence à Windows 7. Si quelqu'un éternuait à côté d'une feuille de calcul, Daniel en avait l'horodatage. Marcy a créé un dossier sécurisé, a tout organisé par date, sujet, signature des dirigeants. Elle était chirurgicale, sans fioriture, sans ton vengeur, juste des preuves solides. Imprégnées d'un venin discret. Elles ont recoupé la date de licenciement de Daniel avec les rapports de bénéfices des premiers et deuxièmes trimestres de l'entreprise. Elles ont relevé 4 écarts, 3 omissions de divulgation et une note de prévision absolument accablante qui avait été accidentellement révisée après le dépôt. Celle-là a fait dire Jésus à Marcy. Daniel a juste siroté son café. Ensuite, ce furent les mouvements d'échec juridiques. Marcy a déposé ce qu'elle a appelé un signal silencieux, une demande formelle. Livrée par coursier avec l'élégance d'un rasoir dans une enveloppe. Pas de menace, juste une question juridique précise, à la lumière des bénéfices publiquement ajustés et du calendrier de licenciement de ma cliente. Nous demandons une clarification quant à l'applicabilité rétroactive de la clause 12b. En vertu de la politique de restructuration actuelle de votre cabinet. Envoyez directement au service juridique de l'entreprise, avec copie au conseil d'administration et copie cachée à un arbitre amical qu'elle savait intolérant au théâtre corporatif. Le nom de Daniel n'y figurait pas. Pas encore. Et pourtant, en 48 heures, elles ont reçu leur première réponse. 1. Court email vague des RH, nous serions heureux de rouvrir les discussions. Concernant le plan de départ de Mademoiselle Hartmann. Peut-être pouvons-nous trouver une solution qui profite à toutes les parties. Traduction, il savait que quelque chose arrivait. Marcy a reniflé en le lisant. Brad et Rick viennent de réaliser que la bombe sous leur table est en train de tic-tac. Daniel n'a pas répondu. Elle parcourait sa boîte de réception d'il y a 6 mois, à la recherche d'un brouillon qu'elle se souvenait avoir signalé. Elle l'a trouvé. Un mémo du directeur financier sur les prévisions de croissance où quelqu'un avait commenté, ajusté le langage ici. Trop risqué de divulguer la restructuration de la dette. Ce mémo avait été signé par Rick avec sa floraison. Idiote habituel, ça a l'air bien. Envoyez-le. Daniel l'a enregistré dans le dossier. Elle ne se sentait pas triomphante. Elle se sentait clinique. Chaque dossier n'était pas une vengeance. C'était une dissection.
Une autopsie froide et méticuleuse de la façon dont des hommes au pouvoir l'avaient effacée parce qu'elle ne criait pas en réunion ou ne faisait pas valoir son poids avec des métaphores de golf. Elle n'avait pas besoin de e-driver. Elle avait de la documentation. Et maintenant, avec Marcia, la barre et la clause 12B attachée au mât comme de la dynamite, Daniel s'engageait pleinement dans le combat. Pas bruyamment, pas publiquement, mais avec une précision terrifiante, et aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de ce qui allait arriver. Le premier appel est arrivé à 9h13 un jeudi. Daniel n'a pas répondu. Elle regardait des rediffusions de Chopin avec un bloc-notes sur les genoux, griffonnant des notes sur des chaînes horodatées pendant qu'un homme en nœud papillon essayait de transformer des calamars marinés en dessert. Son téléphone a sonné à nouveau, puis encore. Les RH devaient penser que la persistance était la même chose que l'influence. Ils ont finalement laissé un message vocal. Bonjour Daniel, c'est Trina du service expérience employée. Nous voulions revoir vos documents de départ et explorer des solutions mutuellement bénéfiques. Si vous êtes ouverte à une brève discussion, nous serions ravis de cliquer. Daniel l'a transféré à Marcy avec pour objet, la danse commence. La réponse de Marcy est arrivée 20 minutes plus tard. Pas de petite discussion, pas d'émoji, juste un mémo de 12 pages co-signé par deux autres avocats, décrivant leur position avec des citations, des précédents, et 3 assignations jointes pour des divulgations financières. Des communications internes concernant le licenciement de Daniel, et les journaux de révision des 3 derniers rapports trimestriels. La lettre de motivation était un chef-d'œuvre de sarcasme juridique. Dans un esprit d'avantage mutuel, nous avons inclus des documents qui pourraient aider à clarifier notre position. Daniel l'a lu 2 fois et a souri. Ce n'était pas de la joie. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien, comme le bruit de la glace qui se fissure sur un lac gelé. À midi, le silence a été rompu. Un seul SMS a éclairé son téléphone. Numéro inconnu, il panique. Le directeur financier a dit que vous aviez la bombe atomique. Elle a regardé le message, l'a relu 2 fois, puis a tapé lentement, Daniel, c'est qui? Numéro inconnu, vous m'avez aidé à corriger mes notes de frais quant à Tyler. Voulait que je cache un dépassement de fournisseur. Je n'ai jamais oublié. Soyez juste prudente. Ils appellent des avocats. Ils se rencontrent tard. Genre très tard. Daniel a expiré, s'est calé en arrière, et s'est finalement permis. Ce n'était pas bruyant. Plutôt comme un fantôme s'échappant de sa gorge. Parce que maintenant, elle avait quelque chose que Rick, Brad, et tous les hommes de ce conseil d'administration ne comprendraient jamais. Quelqu'un à l'intérieur qui s'en souciait encore. Elle n'a plus répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle a juste ouvert un nouveau dossier sur son ordinateur portable, fils de lanceur d'alerte. Puis elle s'est habillée. Un beau jean, un blazer, pas de maquillage. Elle s'est rendue à la bibliothèque comme n'importe quel autre jour. Elle a trouvé une pièce tranquille, s'est connectée et a commencé à creuser plus profondément. Dans des boîtes de réception archivées, elle a trouvé un trésor. Rick avait l'habitude de transférer des rapports sensibles à son Gmail personnel pour les examiner le week-end. Négligent, paresseux, mais heureusement pour Daniel, qui avait copié les journaux du serveur d'origine avant d'être licencié. Marcy a signalé quelques entrées avec l'enthousiasme d'un requin sentant le sang dans la piscine. Ceci, ici, montre qu'il a examiné la modification de la projection après la présentation au conseil. Cela signifie que l'erreur n'était pas une omission, mais une décision consciente de tromper. Est-ce suffisant pour la clause 12B? Demanda Daniel, faisant semblant de ne pas déjà connaître la réponse. Oh, ma chérie, dit Marcy, c'est suffisant pour la clause 12B et un article dans Forbes si nous voulions le rendre public.
Mais elles ne l'ont pas fait. C'était le plan. Silencieux, chirurgical, pour les faire souffrir. Vendredi, les RH ont rappelé. Cette fois, le message vocal utilisait un nouveau langage, dernière opportunité de résoudre en toute bonne foi. Danielle n'a pas pris la peine de le transmettre. Elle a juste noté la date, l'heure et a souligné l'expression. Dernière opportunité. Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que son opportunité n'avait même pas encore commencé, et la mèche était déjà allumée. Le rapport trimestriel est tombé comme un bulletin d'église un dimanche. Couverture sobre, formatage poli, les habituelles berceuses comptables, mais Daniel a feuilleté directement jusqu'à la fin. C'est là que se cachent les vrais péchés, les notes de bas de page. Page 37. Sous-section 4C. Suite à notre dépôt du premier trimestre, la direction a déterminé que les projections antérieures ne tenaient pas compte des passifs différés associés aux transitions de location d'équipement. Des ajustements ont été effectués pour refléter une image plus précise de la croissance des revenus. Elle n'a même pas scié cette phrase, stérile, enterrée, probablement copié-collé d'une attaque de panique d'avocat, était le déclencheur exact de la clause 12B, déclaration inexacte importante des projections financières entraînant un réalignement structurel ou départemental. Vérifié. Daniel a envoyé la capture d'écran à Marcy. Un seul mot a suivi, vas-y. La demande d'arbitrage a été soumise avant midi. Lieu neutre, cadre privé, pas de presse. C'était la clé. Daniel ne voulait pas de feu d'artifice. Elle voulait des autopsies. Elles ont choisi une salle de conférence dans un cabinet d'avocats du centre-ville, mur en verre, art minimaliste, fausse plante grasse qui semblait épuisée de faire semblant. La climatisation était agressive, comme une protestation passive-agressive d'un parajuriste contre l'été. À 9h58, Daniel est arrivé, vêtu d'un blazer gris ardoise et d'un regard perçant. Elle ne portait pas de mallette, juste un dossier mince intitulé Clause 12B finale. Marcy est entré derrière elle, les cheveux tirés en arrière, l'expression entre l'élégance du tribunal et le prédateur. À 10h02, la porte s'est rouverte. Rick est entré le premier, un faux sourire figé sur son visage comme s'il avait été vaporisé. Il portait toujours les mêmes mocassins éraflés, le genre d'homme qui achetait toujours bon marché et pensait que la confiance pouvait cacher l'incompétence. Derrière lui est venu Brad, le directeur financier. Il avait l'air pâle, en sueur, comme s'il n'avait pas dormi depuis 3 jours, car c'était le cas. Les murmures au sein de l'entreprise étaient devenus plus forts. Certains disaient le procès, d'autres SEC, mais Brad n'entendait qu'un seul mot encore. Et encore, clause. 2 membres du conseil sont entrés derrière eux, des hommes plus âgés avec des montres chères et des expressions comme « Pourquoi sommes-nous même ici ?» Daniel ne s'est pas levé, n'a pas parlé. Elle a juste regardé l'horloge. 10h05 Marcy s'est raclé la gorge. Merci de nous avoir rejoints. J'aimerais commencer par faire référence à un document interne que vous connaissez tous. La clause 12B de la politique de conformité de l'entreprise, révisée en 2017. Rick a gloussé. Nous sommes conscients de votre interprétation. Marcy a levé un doigt. Pas une interprétation, a-t-elle dit. Une application. Elle a sorti de sa mallette une copie imprimée du rapport trimestriel et l'a fait glisser sur la table. La page 37 était encerclée en rouge. Puis, de l'autre main, elle a glissé la révision originale de la conformité de Daniel derrière. La clause 12B était surlignée en jaune, en gras, avec ses initiales dans la marge. Le sourire narquois de Rick a disparu. La bouche de Brad a tressailli. La pièce est tombée dans un étrange silence. Pas de confusion, pas de protestation, mais une reconnaissance. Ils avaient vu cela venir. Ils espéraient juste qu'elle ne tirerait pas la gâchette. Marcy s'est penchée en avant, les
Coude sur la table, comme si elle ajustait la lunette d'un fusil. 7. Révision constitue une déclaration matérielle erronée. Vous avez déposé des projections qui ignoraient des passifs connus, ce qui a déclenché un réalignement départemental. Spécifiquement le licenciement de ma cliente. En vertu de la clause 12b, 7. Action lui donne droit à des indemnités de départ, à des dommages-intérêts. Triplé à une compensation juridique complète. Rick a rouvert la bouche. Cette fois plus lentement. Même si la clause s'applique. Marcy a brandi une autre feuille. Un email d'entreprise datant de 6 semaines auparavant, de Brad. Horodaté. Je suis conscient que ce rapport ne reflète pas les obligations de location. Le massera au 2e trimestre. Nouveau silence, mais cette fois, ce n'était pas calme. C'était le règlement des comptes. L'un des membres du conseil, un homme en costume gris avec un stylo en or, s'est finalement raclé la gorge. Que demandez-vous? Daniel n'a pas parlé. RC a pris la parole. Application intégrale de la clause 12b, règlement des dommages-intérêts. Totalisant 1,47 million de dollars, une lettre officielle reconnaissant la restructuration abusive et un accord de confidentialité signé dans les 10 jours. Ouvrable. Brad avait l'air de vouloir vomir. Rick a essayé de rire à nouveau. Cela est sorti comme une toux. Et Daniel, elle est restée immobile, calme. Foudroyante, silencieuse, car le moment était venu, et elle n'avait pas besoin de crier pour faire trembler les murs. Le silence s'est brisé d'abord avec le son de la porcelaine heurtant le marbre. La tasse de café de Brad, ornée d'un slogan d'entreprise de mauvais goût, a glissé de ses doigts moites, répandant un americano tiède sur le sol poli. Personne n'a bougé. La flaque s'est étendue, comme une accusation, s'accumulant à ses pieds. Le visage de Rick est passé d'une pâleur incrédule à une couleur pourpre hideuse. Sa bouche s'est ouverte et refermée 2 fois sans son, comme un poisson rouge. Découvrant le verre. C'était l'homme qui avait ri de la clause 12b. L'avait écarté comme un fantasme RH d'une nana de la conformité. Maintenant, son ignorance reposait sur la table, imprimée et surlignée, se moquant de lui. Daniel n'a pas dit un mot. Son silence était assourdissant. Finalement, un des membres du conseil, un homme corpulent nommé Arthur, au bajou qui tremblait quand il parlait, se tourna vers Brad. Est-ce exact? Avons-nous réellement déposé des projections trompeuses? Brad balbutia des mots, sa voix mince comme du papier de soie. Il y avait un contexte. Peut-être. Certains ajustements. Marcy se pencha en avant, la voix assez nette pour couper des diamants. Des déclarations erronées, pas des ajustements. Rick a essayé de reprendre son calme. Nous reconnaissons un malentendu potentiel ici, a-t-il dit, tripotant son stylo comme un homme désarmant une bombe. Peut-être qu'une résolution rapide. Marcy l'a arrêté net. Résolution? Rick a toussé, jetant un regard nerveux à Brad. Nous sommes prêts à offrir à Mademoiselle Hartman une indemnité de 2 mois de salaire. Considérez-le comme un geste de bonne volonté pour clore ce dossier rapidement. 2 mois? Daniel n'a pas cligné des yeux, n'a pas tressailli, n'a pas même incliné la tête. Elle avait attendu trop longtemps et enduré trop de choses pour dignifier cette insulte par une réaction. Son calme était aussi mortel que le cyanure dans un verre de champagne. Marcy n'a pas manqué un battement. 2 mois de salaire, a-t-elle répété lentement, savourant chaque mot comme s'il s'agissait d'un fruit pourri. Offre intéressante. La clause 12b donne explicitement droit à ma cliente à des dommages-intérêts triples, à un rappel de salaire rétroactif à partir de la date de licenciement abusif, aux honoraires d'avocat et à une reconnaissance formelle des torts. 2 mois ne couvrent même pas l'encre de ce dossier. Arthur s'est raclé la gorge, le visage devenant sombre. Dommage-intérêt triple. N'est-ce pas un peu agressif?
Marcy n'a pas scié. L'email de votre directeur financier montre une intention délibérée de dissimuler des passifs. Ce n'est pas agressif, messieurs. C'est frauduleux. Il transpirait maintenant? Une tache sombre s'étendait sous ses aisselles. Ne nous enflammons pas. Marcy s'est penché en arrière, croisant les doigts avec la patience d'un assassin. Je me contente d'énoncer des faits. La fraude a des implications au-delà des dommages financiers. Exposition à la SEC, vulnérabilité au recours collectif, poursuite d'actionnaires. Dois-je continuer? Daniel a vu les yeux de Brad courir dans la pièce, cherchant une échappatoire. Le sourire narquois de Rick avait disparu depuis longtemps, remplacé par quelque chose de bien plus satisfaisant. L'autre membre du conseil, plus jeune et visiblement agacé, a finalement parlé. Quel est le chiffre, alors? De quoi mademoiselle Hartman a-t-elle besoin pour que cela disparaisse discrètement? Marcy a glissé une autre feuille de papier sur la table avec une précision clinique, 1,47 million, y compris les honoraires d'avocat. Confidentialité signée immédiatement. Lettre de reconnaissance officielle livrée avant vendredi. Arthur a regardé Brad comme s'il l'aurait volontiers poussé d'une falaise pour mettre fin à cela. Brad a bredouillé. J'ai besoin de temps pour discuter. 48 heures, dit Marcy, se levant lentement et boutonnant son blazer. Ensuite, nous déposons publiquement avec des pièces justificatives. Les mots sont tombés dans la pièce comme des glaçons. Dans du whisky, lourd, perçant, définitif. Rick avait l'air malade. Brad fixait sa flaque de café. Arthur s'est pincé l'arête du nez. Daniel est resté absolument immobile. Elle savait exactement comment cela finirait. Ils allaient temporiser, se dérober, menacer. Et puis, inévitablement, ils plieraient, car alors qu'elle jouait aux échecs, ils jouaient aux dames avec insouciance, arrogance et mal. Marcy a jeté un coup d'œil à Daniel, une lueur de triomphe derrière son professionnalisme poli. Daniel a rencontré son regard et a offert le plus faible et le plus silencieux des hochements de tête, car la partie était déjà terminée. Le conseil ne le savait pas encore. Daniel savait qu'il ne se rendrait pas sans une dernière torsion laide. Des hommes comme Brad et Rick ne perdaient pas avec grâce. Ils s'accrochaient au bord même lorsque la bataille était déjà perdue. Alors, quand les appels téléphoniques ont ralenti, le silence ne l'a pas trompé. Il a seulement aiguisé ses sens. Elle savait ce qui allait suivre, le jeu de l'attente. Il traînerait l'arbitrage en longueur, repoussant chaque échéance, déposant des motions inutiles, ensevelissant son équipe sous des piles de documents délibérément inutiles. Une tactique d'immobilisation corporative classique, conçue pour l'épuiser émotionnellement, financièrement, légalement. Il sous-estimait sa patience. Puis vinrent les murmures. Marcy les a entendus en premier. Des appels d'anciens collègues. Des potins professionnels semés comme des mauvaises herbes dans des jardins bien entretenus. Des rumeurs sur les performances de Daniel. Des fuites anonymes. Des RH suggérant l'incompétence. Des irrégularités de conformité qui ne faisaient surface que maintenant. La campagne de diffamation était assez subtile pour sembler crédible, assez venimeuse pour se propager discrètement. Marcy était furieuse. Daniel était calme parce que le désespoir sentait exactement comme ça. Il te dépeigne comme l'ancienne employée mécontente, a prévenu Marcy un matin, sa voix teintée d'irritation. Un classique. Laisse-les faire, a dit Daniel. La voix aussi stable que le granit. Nous avons la clause 12B. Ils ont des ragots. Elle pouvait sentir leur panique monter à chaque audience reportée. Chaque demande de révision supplémentaire, chaque tentative pathétique de réécrire l'histoire. Il pensait que le silence signifiait la reddition. Pensait que son calme
masquait une faiblesse. Il ne pouvait pas comprendre que c'était exactement le contraire, une lame soigneusement affûtée, prête à frapper au bon moment. Et puis son téléphone a vibré un soir tard, alors que la pluie striait les fenêtres de son appartement. Un autre numéro inconnu, court et critique. Vérifie ta boîte de réception. Dernier cadeau. Bonne chance. Danielle a ouvert son ordinateur portable. Lentement, comme si elle déballait un fragile colis. Dans sa boîte de réception se trouvait un fil de courriel transféré, simplement marqué dernier clou. Utilisé avec précaution. Son rythme cardiaque n'a pas accéléré. Sa respiration est restée régulière. C'était un échange détaillé. Brad, Rick et Tyler discutant du rapport trimestriel juste avant son licenciement. Le seul objet était accablant, projection de revenus, modifications urgentes. Requises. Elle a fait défiler lentement, méticuleusement, savourant chaque mot de leur incrimination. Brad, nous ne pouvons pas soumettre ces chiffres sans révision. Nous sommes exposés si quelqu'un creuse plus profondément. Rick. Ajuste tout nécessaire. Le conseil ne le remettra pas en question. Tyler, quand est-il de la conformité? Brad, déjà géré. Daniel ne sera pas un problème après jeudi. Elle a expiré doucement, a fermé les yeux. Elle a laissé le feu silencieux brûler à travers elle, froid et pur. Il s'était enterré phrase par phrase, email par email. Elle l'a transmis à Marcy avec une seule ligne, copie pour la SEC. La réponse de Marcy a été instantanée, déjà en train de rédiger. Dès le lendemain matin, le fil de courriel, accompagné d'une note polie anonyme, a atterri discrètement dans la boîte de réception de chaque membre du conseil d'administration, avec une copie parfaitement synchronisée à la ligne d'information générale de la SEC. Daniel a attendu. Cela n'a pas pris longtemps. En quelques heures, son téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, la voix de Marcy était pleine de satisfaction. Ils ont convoqué une réunion d'urgence du conseil ce soir à 18h. Pas de report, pas de prolongation. Ils ont capitulé. La réponse de Daniel était à peine un murmure. Douce et sans hâte. Bien. À 18h14, Marcy a envoyé un dernier message, ils ont plié. Règlement confirmé. Le directeur financier est en congé illimité. L'avocat est licencié. Vérifie demain. Daniel l'a lu 2 fois, puis a fermé son ordinateur portable tranquillement, étalé à sa cuisine, s'est versé un verre de vin, cette fois une bouteille avec un bouchon. Pas de boîte ce soir, et a pris une longue, lente gorgée. Dehors, la pluie avait cessé. Les lumières de la ville s'estompaient doucement, brillant à travers la vitre. Daniel a respiré profondément, laissant le triomphe silencieux remplir ses veines, s'installer dans ses os, car la victoire n'avait pas besoin de fanfares ou d'applaudissements. Le calme était suffisant. La salle de conférence était froide, stérile et d'un silence insoutenable. Daniel était assise à la table en chêne poli, son expression illisible, sa posture parfaite, les mains calmement croisées sur ses genoux. Elle portait son blazer le plus élégant, un pantalon noir ajusté, et le genre de confiance subtil qui faisait que des hommes comme Brad se tortilleraient inconfortablement sur leur chaise trop chère. Marcy était assise à ses côtés. Ses dossiers soigneusement empilés, son stylo posé comme un scalpel de chirurgien, prêt à toute objection de dernière minute. Il n'y en avait pas. En face d'eux était assis Arthur, l'air plus vieux d'eux. Plusieurs décennies qu'il ne l'avait été quelques semaines auparavant, les yeux fixés avec lassitude sur les documents de règlement étalés devant lui. À côté d'eux. Lui, Brad était ostensiblement absent, remplacé par une chaise vide et une bouteille d'eau triste et intouchée. La chaise de Rick était vide aussi. Une petite enveloppe blanche était soigneusement posée devant, simplement marqué « Licenciement effectif immédiatement ». Arthur s'est raclé la gorgée.
A jeté un coup d'œil à Daniel, évitant son regard. Nous avons accepté vos conditions. Toute la documentation a été préparée. Nous avons juste besoin des signatures. Daniel n'a pas bougé, n'a pas parlé. Elle n'a même pas hoché la tête. Au lieu de cela, Marcy a pris le stylo, signant élégamment sous les mots. Soigneusement dactylographié, dommage-intérêt triple, rappel de salaire. Rétroactif, confidentialité totale, reconnaissance formelle de restructuration. Abusive. Chaque mot était clair, net et dévastateur. Arthur a soupiré lourdement. En signant, son stylo raclant le papier dans le silence écrasant. Une fois terminé, il a glissé les documents sur la table doucement, comme s'il repoussait quelque chose de toxique. Il a finalement regardé Daniel dans les yeux, brièvement, d'un air contrit, puis s'est détourné. Daniel a pris le chèque et le contrat signé avec soin, les glissant tous deux proprement dans son dossier. Elle s'est levée lentement, délibérément, toujours sans prononcer un seul mot. Son silence n'était pas passif. Il rayonnait de pouvoir, de sang-froid, de contrôle absolu. Marcy se tenait à ses côtés, rassemblant ses papiers avec une aisance professionnelle satisfaite. Ensemble, elles se dirigèrent vers la porte. Leurs pas résonnant dans le silence oppressant. Dehors, dans le couloir poli. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent en douceur, silencieusement. Daniel est entré, Marcy juste derrière elle, appuyant sur le bouton du hall. Les portes se sont refermées, les enfermant toutes les deux dans le chrome. Réfléchissant et le triomphe silencieux. Marcy a finalement rompu le silence. Laissant échapper un lent soupir. Ça va? Daniel a souri doucement, mais indubitablement, pour la première fois depuis des mois. Elle regarda le reflet de Marcy, la voix calme, ferme et discrètement létale. Aucune femme ne négocie de prime de départ ici, a répété Daniel doucement. Elle a marqué une pause juste assez longue pour que Marcy lui rende son sourire. Je crois que je viens de le faire. L'ascenseur est descendu tranquillement. Efficacement, tout comme Daniel avait exécuté chaque étape de cette bataille. Lorsque les portes se sont ouvertes, elle est sortie avec assurance dans le hall. Lumineux et ensoleillé, les épaules en arrière, le menton haut, pleinement justifié. Dehors, la ville bourdonnait de la vie de l'après-midi, affairée, bruyante. Inconsciente. Daniel n'a pas hésité à se diriger vers le soleil, sentant sa chaleur pénétrer doucement sa peau. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements, de reconnaissance, ni même d'une confirmation. Elle avait exactement ce qu'elle était venue chercher. Une victoire silencieuse, une dignité absolue, et la certitude qu'enfin, la femme invisible s'était fait voir. Ce qui ressort le plus ici, c'est la puissance d'une préparation discrète. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas explosive. Elle est silencieuse. Précise et absolument irréfutable. La véritable justice professionnelle découle souvent d'une compréhension profonde du système, de la patience et du courage de laisser les faits parler plus fort que la fureur. Au final, il ne s'agit pas de savoir à quel point vous criez, mais à quel point vous jouez bien la partie.